Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Et bzz les abeilles, j'espère que la chance vous accompagne en ce moment et force à ceux qui révisent le bac. Moi, je rentre de convention et je suis en semi-vacances pendant au moins un mois. Avant de vous retrouver, bien évidemment, à Roll & Troll les 21 et 22 juillet 2018 à Gémenos. Je vous prépare un vlog de fou. Mais il va prendre un peu de temps au montage étant donné qu'il y a au minimum 2 à 3 conventions dedans. Il réunira principalement les dates du Hero Festival. Cette vidéo arrive au bon moment vu le chapitre 906. Je comptais vous en parler dans tous les cas, mais la couronne de l'ancien royaume vient rajouter des épices à ce plat que je vous sers. Le clou de girofle du spectacle sera bien évidemment en lien avec les vidéos précédentes. Je vous ai déjà parlé de Nassau et de la fin de la piraterie sur cette île. Aujourd'hui, on va parler de ses sœurs et de la création des États pirates. Tout d'abord, je tenais à citer All Blue Channel et leur vidéo sur le précédent roi des pirates, selon eux, le Marco Polo du game, Mont Blanc Norland. C'est grâce à cette vidéo que j'ai commencé à m'intéresser au sujet dans One Piece. Sujet historique qui m'intéressait déjà, mais je ne me limitais qu'à la génération de Roger. Et c'est pourquoi ici et maintenant, nous allons parler des seigneurs des pirates. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un roi pirate ? C'est un pirate ou un corsaire qui a su se faire un nom de façon à pouvoir avoir une influence politique énorme. Il n'y a qu'un cas de figure où 2 pirates étaient rois de la même île en termes de réputation. 2 contemporains qui plus est. Ce qui rend la chose encore plus fantastique. Bien souvent, lors de conflits, il suffit de dire qu'on parle au nom du roi pirate pour mettre tout le monde d'accord. Chaque roi avait une place forte. Port-Royal, Nassau, Salé ou encore, selon certaines légendes, Libertalia. Nous allons commencer par Libertalia. C'est une cité légendaire qui aurait été fondée par Henry Avery, capitaine du Duke, et l'un des rares pirates dont le Jolly Roger est encore connu de nos jours. Avery est un contremaître sur un navire anglais bloqué par l'armée espagnole. Déjà rien que là c'est compliqué. Blasé d'attendre que la marchandise quitte le port, espagnol bien évidemment, il décide de se mutiner contre ses supérieurs et devient donc un pirate. De là il forme une alliance avec 2 sloops, donc des petits bateaux, et dévalise le navire du Grand Mogol. Il s'arrange pour garder toutes les marchandises et se débarrasse des sloops en leur filant une mauvaise adresse. C'est là que l'histoire se divise. Certains le pensent mort à Londres en simple mendiant, d'autres disent qu'il serait devenu roi d'un état à Madagascar. Marakpinga, dont on nous parle souvent, serait en réalité cette même colonie. Avery aurait donc ainsi épousé la fille de Gangi Sawai, donc à savoir le grand Mogol, et serait devenu roi. Marakpinga est une destination connue de très grands pirates comme England, dont le logo est aujourd'hui utilisé sur vos produits ménagers. Passons à Barbarossa, qui est un cas vraiment très intéressant. Dans Pirates des Caraïbes, ils le nomment Barbossa et le font naviguer avec Sparrow. Ce qui rapproche ces 2 hommes, c'est leur inspiration barbaresque, Sparrow étant inspiré de Jack Ward, lui-même un pirate barbaresque. Après que les Espagnols aient chassé les morts de Grenada et des autres cités arabes d'Espagne, certains des réfugiés sont allés se retrancher au Maghreb. Une majorité d'entre eux se sont installés sur les côtes et continuaient leur pillage, devenant ainsi des pirates aux yeux des Espagnols. C'est dans ce contexte-là qu'ils décident de se regrouper en communauté. Les coins stratégiques de cette côte sont envahis par les pirates et c'est ainsi que naît la côte barbaresque. Sa capitale est Salé au Maroc, et chacune de ces villes pirates tremble en entendant le nom de Barbarossa. C'est le sultan de Meknes Moulay Ismail qui transformera cette bande de pirates en véritable entreprise. Pour vous décrire un peu le gars, il a fait construire une gigantesque porte, un véritable chef-d'œuvre. Puis il a demandé au concepteur s'il pouvait faire mieux. Le concepteur a dit oui. Moulay Ismail a sorti son sabre et il lui a coupé la tête. Vous voyez un peu le gars quoi. De quoi faire pleurer Robin. Le but de ce commerce était d'arriver à collecter un maximum d'esclaves occidentaux. Les pirates et les cimarrons ont un long passif en commun, et c'est certainement dans cette idée qu'ils ont décidé de chasser les esclaves occidentaux plutôt que ceux du commerce triangulaire originaire d'Afrique. Je vous ai déjà parlé de ce lien puisqu'il vient de Francis Drake. Il était au Nouveau Monde ce que Barbarossa était à la côte barbaresque, tout simplement. Et pour cause, il traitait les esclaves comme des égaux. Et quand je dis les esclaves, c'est ceux qui étaient vus comme tels par les Occidentaux, à savoir les natifs américains et les cimarrons.
Les Cimarrons, ou esclaves en fuite, ou nègres marrons, étaient les plus grands alliés en mer du capitaine du Golden Hind. Je pourrais vous parler de Drake pendant des heures, étant donné qu'il faisait partie de la cour de ma reine préférée, Elizabeth Ier. De grands noms comme John Hawkins, le cousin de Drake, ou encore le spécialiste des arts occultes John Dee faisaient partie de cette cour fantastique. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que grâce à ce roi pirate devenu noble anglais par la suite, dans de superbes circonstances, je vais essayer de vous mettre le tableau, la couronne anglaise a pu avoir un trésor fabuleux. Ce trésor, volé aux Espagnols, est la base de l'empire britannique de la reine Victoria. Je pense que si le Golden Hind est un navire si intéressant, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, Dee a prêté main forte à Hawkins dans sa conception sur les calculs ou tout simplement sur la conception de la forme. Mais cet avis ne concerne que moi. Des Anglais par-ci et par-là, mais c'est loin d'être fini car on arrive bientôt à la partie concernant One Piece. Celle sur Hawkins et Drake n'est pas assez développée ici car une vidéo tout entière parle déjà d'eux. Mais encore un peu de patience. Tout ce que je vous dis là a pour but de vous aider à mieux comprendre One Piece, plus qu'à vous sortir des théories sorties des fesses de Nigumo. Il y a un capitaine que j'ai délibérément laissé de côté dans la vidéo sur la fin de la piraterie. Il s'agit d'Henry Morgan. Lui dont l'influence allait de Port-Royal à l'île de la Tortue, où les plus grands noms lui obéissaient. Pourquoi le mettre de côté? Tout simplement parce que c'est un roi pirate, malgré le fait qu'il ait participé comme Hornigold à la fin de la piraterie. Hornigold est un pilier, mais il a toujours été considéré comme un ancien dans le milieu, jamais comme un roi. Morgan était à la fois pirate et corsaire, tout dépend de la période, mais son influence était telle qu'on le nomma gouverneur de Jamaïque. C'est ainsi que les pirates, refusant de manquer de respect à un roi pirate, désertèrent Port-Royal. Nous arrivons enfin aux deux plus grands rois pirates de Nassau, ceux dont les actions sont égales à celles du grand Francis Drake, Edward Teach et John Rackham. Edward Teach, aussi surnommé Tatch ou Barbe Noire, est certainement le pirate le plus connu de l'histoire. Ancien second de Benjamin Hornigold, il a réussi à inverser les rôles et à en faire un membre de sa flotte. Le Ranger, le Revenge, le Queen's End Revenge et deux autres navires. Israel End était le second de Teach, et par ce grade on peut supposer qu'il avait un navire à sa charge. Bonnet était également membre de cette flotte pendant un temps, puisqu'il dirigeait le Ranger. Hornigold était à la tête du Revenge, et Teach du célèbre Queen's Anne Revenge, qui a été retrouvé il y a quelques années à l'endroit où il avait échoué. Tout simplement puisque on suppose que Barbe Noire a volontairement échoué son navire pour pouvoir s'accaparer tous les biens et laisser l'équipage les charger en fait, parce que il y avait des canons, il y avait des trucs ultra lourds qui prenaient du temps. Il a fait charger les trésors en priorité et il s'est débarrassé d'un maximum de membres de son équipage à ce moment-là. C'est pas son seul coup foireux d'ailleurs. Il a provoqué le célèbre blocus de Charleston en gardant en otage l'enfant du gouverneur. Le nom de Teach était si craint que même à la Ciotat, des années après sa mort, la cité corsaire craignait son retour. Comme je vous le disais, c'est Teach qui a fait de Nassau une cité pirate, la plus grande d'entre toutes. Elle était située sur New Providence. Teach a renié son capitaine, incompétent à ses yeux, a abandonné Bonnet et s'en serait pris à bon nombre des membres de son équipage. Il fait aussi partie des capitaines dont on connaît le Jolly Roger. Dans son équipage se tenait le savant fou, Shizar. Et oui, c'est là que je veux en venir. Le Oppenheimer de One Piece n'a plus personne pour le protéger. Il s'est grillé de partout. Seul Teach pourrait le récupérer. Shanks, on va dire en fait que c'est pas vraiment son truc à la base, les activités de Shizar, quoi. Il est plutôt droit dans ses bottes, le gars. L'intérêt de Teach pour le projet Smile pourrait s'avérer utile pour la suite de One Piece. Mais puisqu'on est sur du One Piece, autant parler un peu du fruit de Teach. Il s'agit tout simplement d'une représentation de trous noirs, puisque les Logia sont liés à des pseudo-éléments qui eux par contre sont concrets. Teach se sert même de trous de verre pour refaire apparaître ce qu'il a absorbé. C'est là qu'il aurait été utile pour vous de connaître la notion primaire du déplacement d'une particule de lumière non observée. Mais je crois que je n'en ai pas parlé même dans la vidéo des amiraux, alors que je parlais justement du Pika Pika no Mi. Mais bon, au lieu de détailler ça, je vais aller droit au but. Selon Hawking, il existerait deux moyens de sortir d'un trou noir. Je vous ai déjà dit que la résistance de Teach causerait sa perte, mais là on parle simplement d'une espèce de contre à son pouvoir. Soit un trou noir est relié à un trou blanc, dans ce cas il suffit de suivre la route jusqu'à la sortie, c'est ce qu'on appelle le trou de verre, soit un trou noir n'est pas un tunnel et l'entrée est aussi la sortie. Dans ce cas là on peut y ressortir sous forme de données par le rayonnement d'Hawking. Un flux de lumière se trouverait quelque part dans tout ça. Et c'est là que ça nous intéresse. Teach utilise le trou de verre comme attaque, mais un adversaire pourrait se servir du rayonnement d'Hawking pour le contrer sans prendre de dégâts.
Pour ceux qui pensent que je réfléchis un peu trop pour du One Piece, un indice est laissé par Oda. Les objets recrachés par le Yami Yami no Mi sont compressés. Tout simplement parce que la gravité est beaucoup trop dense dans un trou noir. À l'échelle spatio-temporelle, c'est comme si une planète, faisant 3 fois la taille de Jupiter, se posait en étant invisible. Bref, poursuivons sur les rois pirates. Il y eut un homme qui fut pourtant considéré comme l'égal de Teach. Cet homme est connu des lecteurs de notre cher Hergé, puisqu'il apparaît dans les aventures de Tintin. Cet homme, c'est John Rackham, aussi appelé Calico Jack, ou Rackham le Rouge. Toujours habillé de vêtements très colorés, vous avez là l'inspiration principale de... Goldie Roger, le seigneur des pirates, l'homme qui a porté la couronne de l'ancien royaume, le chapeau de paille, c'est lui! Je vous l'avais d'ailleurs déjà dit, mais vous le savez, Oda est un fan de BD franco-belge, et Hergé c'est un peu l'un des kings en fait, tout simplement, comme Uderzo ou Goscinny. C'est donc le trésor de la licorne, en plus de celui de Flint, qui a donné naissance au One Piece. Parce que n'oublions pas que Roger est également inspiré du capitaine Flint de l'île au trésor de Stevenson. Allez voir ma vidéo précédente sur le sujet. Les airs sont quand même très proches, mais c'est de Rackham que nous allons parler. Capitaine du Ranger, pas celui de Teach, le grand Ranger de Charles Vane, figure imposante de Nassau respectée de tous, et, au même titre que Teach, ennemi de Wood Rogers. C'est le seigneur des pirates le plus noble de tous. Sa richesse ne pouvait être dépassée par ses contemporains. Son Jolly Roger est utilisé dans Pirates des Caraïbes. Il s'agit d'un des rares à avoir survécu au temps. Anne Bonny et Mary Read, deux des plus cruelles et célèbres femmes pirates, faisaient partie de son équipage. De ces grands noms de la piraterie, il ne reste malheureusement que peu de choses. Internet n'est pas le meilleur endroit pour trouver des informations et... les livres sont des restes d'histoire qui est écrite par les gagnants. L'histoire de l'âge d'or de la piraterie a principalement été écrite par Wood Rogers, celui-là même qui ne cherchait qu'à répandre le sang des pirates. Il faut savoir trier le vrai du faux. Iseo, l'âme des pirates, jamais ne mourra. Et c'est sur ces belles paroles que je vous rappelle de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifs, de lâcher des pouces bleus et des coms, et bien sûr de me suivre sur chacun de mes réseaux sociaux. Bzz les abeilles. Et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...